la police a détruit mon innocence. Et du coup, là, j'avais vraiment besoin de faire un break. En plus, on venait de passer Mohamed Merah, on avait passé les attentats du Charlie Hebdo, on venait juste de passer les attentats du 11. Donc j'ai pris ma dispo, et quand je suis arrivé au Brésil, je parlais pas un mot de portugais. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir Alexandre Vigier, ancien policier de la BAC d'Argenteuil, instructeur de tir, formateur auprès de police étrangère et auteur du livre Renfort Collègue. On va parler terrain, pression opérationnelle, sécurité réelle et de l'humain qu'il y a derrière l'uniforme, bien évidemment, et aussi de son livre. Petite précision rapide à certaines remarques vues récemment. J'ai servi au sein de l'antenne GIGN de La Réunion dans le cadre du GIGN 3.0 et de la force antenne. Je n'ai jamais prétendu avoir servi à l'unité centrale de Satori. Beaucoup mélangent les antennes, les forces antennes, les anciennes appellations et les évolutions de structure. Voici l'écusson qui m'a été remis par un général il y a quelques années, l'écusson officiel, et ensuite mon brevet. C'est un brevet d'intervention spécialisée. Ce n'est pas le brevet commando de l'unité centrale. C'est un autre cursus, une autre réalité. Je ne l'ai jamais présenté comme tel. Ceci dit, on passe au fond. Alexandre, merci d'être là. Merci de me recevoir. Je suis très heureux de faire partie de ce podcast. C'est un plaisir partagé depuis. Ça fait quelques années maintenant qu'on se connaît, quelques années que je te suis, en tout cas. Je vais te demander de te présenter en 2 minutes pour nos auditeurs et les gens qui vont regarder la vidéo. Alors en 2 minutes, tu l'as bien fait, mais je peux rajouter quelques points. Donc Alexandre Vigier, je suis fonctionnaire de police en détachement. Je suis un ancien de la BAC départementale du Val d'Oise et du GSO. J'ai été en disponibilité pendant 10 années, où je me suis spécialisé dans la formation d'unités sud-américaines dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic, tout simplement. Donc formation de tir, principalement, et quelques formations de menottage et d'utilisation des bâtons. Ça, c'est plus pour les unités communes. J'ai entraîné des unités du peloton d'opération spéciale, du groupe d'opération spéciale de la brigade militaire, du DRACO, de la police civile, les unités aussi communes, de la police civile et de la brigade militaire, donc dans l'état du Rio Grande do Sul principalement, mais aussi de la police pénale, donc de l'état de Minas Gerais, de l'état du Rio Grande do Sul. Donc la police pénale, c'est tout simplement la pénitentiaire. J'ai aussi eu l'honneur d'être contracté par le gouvernement argentin pour faire la formation de la force aérienne argentine, du perfectionnement du contrôle des armes courtes et des armes d'épaule. J'ai monté mon académie de tir où j'ai reçu des membres du BOP, par exemple du BOP du Rio Grande do Sul, mais aussi d'autres unités, qu'elles soient spécialisées ou non, puisque le focus c'était aussi, on entraînait autant des gens de la garde municipale, donc c'est leur police municipale, que des unités très spécialisées. Et j'ai mis fin à ça après l'élection de Lula. J'ai mis fin à mon détachement pour demander un détachement où j'ai été reçu en tant que chef de service de la police municipale de Cayenne, dans laquelle est-ce que je vous parle actuellement, et dans laquelle j'exerce depuis quelques mois. Voilà pour résumer en 2 minutes. Je pense que je vais me déborder sur le temps. Un petit peu, mais c'est pas grave. Parfait, mais tu as déjà répondu un petit peu à des questions que je vais te poser. On va enchaîner avec donc la seconde partie. On va parler de rupture et d'entrepreneuriat. Donc à un moment, tu quittes la stabilité pour entreprendre, pour avoir tu es détaché. Pourquoi ? Alors quand j'ai pris ma dispo, ouais. Alors en fait, ouais. Alors moi c'est une histoire un peu complexe, parce que il faut savoir qu'à l'époque où je prends ma dispo, professionnellement il y a rien qui va, pas au niveau personnel, mais au niveau collectif, ça part en sucette en fait. On a un collègue qui se suicide, on dissout notre unité, on a un collègue qui est renvoyé de la boîte, qui part en prison, tout ça dans un laps de temps très rapide. Et en fait, on n'a pas le temps de dire ouf, plus les risques et les dangers physiques qu'on prend presque tous les jours. Parce que il faut savoir qu'à l'époque, quand on était à la BAC départementale, on faisait presque tout ce qui était pris en charge.
on n'en parlait pas à l'époque comme on en parle maintenant, mais les prises en charge de véhicules, les refus d'obtempérer, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps et sur lequel à chaque fois on jouait nos vies en fait. Et comme on était la seule unité qui était dotée de véhicules rapides, c'était nous qui traitions presque toutes les chasses dans le Val d'Oise. Donc je parle de ça, plus des braquages, plus des trafics de stupes. Et en fait voilà, il y a eu un tout, aussi le traitement du suicide de Christophe par la hiérarchie, tu vois. Au lieu de nous, tu vois, par exemple, c'est moi qui ai demandé à notre major à l'époque, c'est moi, le petit gardien de la paix, qui lui ai demandé à ce qu'on soit pris en charge par un psychologue. Tu vois, je sais pas. Est-ce que tu me reçois bien là ? C'est terrible. Ouais, je te reçois très bien, je t'entends très bien, c'est parfait. Non, c'est vraiment terrible ce constat. Pour la petite histoire, le psychologue était à Sarcelles, au commissariat de Sarcelles, au 3e étage du commissariat. Donc pour les collègues qui connaissent, au 3e étage, il y a un bureau, et il y en a un autre, il y a 2 bureaux, et il y en a un, c'est le bureau du psychologue. Donc quand tu vas au commissariat de Sarcelles et que tu dis aux collègues que tu montes au 3e étage, tout le monde sait que tu vas voir le psy. Donc en fait, tu vois, c'est même pas... Tu vois, donc on a eu ça, ensuite, tout de suite, on nous a fait enlever nos armes. Comme si le fait de nous enlever nos armes, ça allait nous empêcher de nous aussi nous suicider, tu vois. Au lieu d'essayer de traiter le problème, on a une hiérarchie qui a mis en place le parapluie pour que si l'un d'entre nous se tuait, qu'elle puisse dire, vous voyez, moi j'ai fait le nécessaire, je les ai désarmés. Et tu sais, tout ça, ça m'a poussé à... Ma femme, à l'époque, était brésilienne, elle vivait au Brésil, elle est fonctionnaire au Brésil, mais malheureusement, elle ne pouvait pas prendre de dispo pour venir en France. Ça faisait déjà quelques années qu'on vivait une relation comme ça à distance. Et là, j'ai fait, écoute, c'est le bon moment, si je reste, je vais faire une bêtise. Tu sais, sincèrement, parce que la police, ça, c'est ce que j'écris dans mon livre. La police, c'est un métier que j'aime, que j'ai appris à aimer, de la même manière que j'ai appris à haïr. Tu sais, c'est comme une relation que tu as avec une femme, tu l'aimes, puis il y a des moments, tu as envie de la jeter par la fenêtre, tu vois. Et ben, c'est pareil avec la police. Et non, mais tu vois, c'est parce que c'est le métier qui m'a réalisé en tant qu'homme, mais c'est le métier qui m'a détruit aussi qui a détruit ma partie innocente. La police a détruit mon innocence. Et du coup, là, j'avais vraiment besoin de faire un break. En plus, on venait de passer Mohamed Merah, on avait passé les attentats du Charlie Hebdo, on venait juste de passer les attentats du 11. Donc j'ai pris ma dispo et quand je suis arrivé au Brésil, je parlais pas portugais, je parlais pas un mot de portugais. Les qualifications au Brésil, c'est pas les mêmes qu'en France. Et quand je suis arrivé, en fait, ma femme, sa meilleure amie, elle est collègue. Et le mari de la meilleure amie de ma femme était collègue aussi. Et du coup, lui, il m'a dit, écoute, tu viens au commissariat avec nous. Et pendant 2 mois, je suis resté avec eux au sein de leur unité. C'était une unité de la police civile. J'étais en touriste. Je m'installais sur un bureau, je prenais du café, je restais avec eux toute la journée. Et de temps en temps, je partais avec eux pour leurs enquêtes et tout. Ils me disaient, elle fonçait, là, mets-toi derrière la maison, s'il sort, tu l'attrapes. Enfin, tu vois, des conneries comme ça, tu vois. Et un jour, il m'emmène tirer. Et sur une session de tir, à l'époque, ils avaient les 24-7 de chez Taurus, en calibre 40. C'est des armes de chez Taurus. Taurus fait de très bonnes armes, mais fait aussi de grosses merdes. Excuse-moi. Non, c'est clair, c'est le cas. Cette arme-là présentait énormément de problèmes. C'était une arme réservée pour la police. Elle était faite avec des matériaux de mauvaise qualité. Énormément de pannes, beaucoup de pannes. Beaucoup d'incidents de tir, c'est dramatique parce que quand t'es force de l'ordre, t'as besoin que ça réponde. C'était vraiment... Et du coup, sur le pas de tir, j'utilise l'arme et il y a une panne au niveau de l'extraction. Je fais un tap rack bang et je résous le problème. Et le collègue me regarde comme ça, il dit « français », là, parce qu'il m'appelle le français. Tu peux me remontrer ce que tu viens de faire, là ? Alors, il faut savoir qu'à l'époque, eux, ils avaient leur 24-7, leur PSA, et en backup, en général, un revolver, parce que il y a pas de panne. Quand il y a une panne, il suffit que tu rappuies sur la queue de détente. En général, ils avaient un revolver à eux, leur arme perso, qu'ils mettaient sous le gilet ou à la ceinture. Enfin, tu vois, c'était très...
Et en général, il me disait, nous, quand on a un incident, on range notre arme et on prend le revolver. Et ce qui fait que tu vois beaucoup de photographies de policiers de l'époque, de 2015-2016, avec des revolvers. Alors que c'est pas prévu, c'est pas leur arme principale. Et du coup, je lui montre comment résoudre la panne, et ils sont comme des gosses, quoi. Personne leur a appris à faire un tap-rack-bang, alors que nous, c'est la première chose qu'on nous apprend lors de notre formation de tir. Enfin, une des premières choses, tu vois, après la sécurité. Et du coup, le temps passe. Alors, il faut savoir qu'au Brésil, à l'époque, quand j'y suis allé, il y avait à peu près une fusillade par cycle, grosso modo, avec les forces de l'ordre. Donc, ça se cartouchait beaucoup. Il y avait même des assassinats gratuits. Ils appellent ça des latrocines. Donc, en fait, le mec vient te braquer, tu lui donnes ton téléphone, mais quand même, il te tire une balle en pleine tête. Ça, c'est très sud-américain. Toi qui vis en Amérique du Sud, tu sais, hein, c'est très... Ouais, Amérique centrale, c'est un peu différent quand même. C'est un peu différent. Un peu plus tard, si tu veux. C'est un peu différent, ouais. Ouais, c'est pas... Non, c'est vraiment différent. Je dis pas que c'est tout rose, hein. Il y a des crimes, mais les crimes qu'on peut voir ici, c'est surtout dans des quartiers chauds, et c'est lié au narcotrafic. Que ce soit Guatemala, Mexique... Enfin, Mexique, c'est ultra chaud. Guatemala, le Panama, le Costa Rica, c'est l'Amérique centrale, c'est encore autre chose. Et là, le Costa Rica, tu sais, on est sur un pays, c'est le pays quand même qui, en termes d'indice de développement humain, qui a l'IDH le plus élevé de toute l'Amérique latine. Donc oui, du coup, il y a une éducation qui est plus importante, c'est tout petit, c'est un pays très récent. C'est encore un autre niveau. Je pense que Brésil, t'étais quand même dans l'un des pays les plus chauds d'Amérique latine aussi. Hein. C'est pas la région, mais le pays, je pense que c'est un des plus chauds. L'Argentine, j'ai vu des trucs aussi. Mais en fait, l'Argentine, c'est pas mal aussi. Le Brésil, c'est un pays continental. Hein. Donc en fait, tu as des régions. Moi, là où j'habite au Brésil, parce que ma femme et ma fille sont toujours au Brésil, là où j'habite au Brésil, c'est calme. Mais les endroits où je travaillais, c'était chaud, tu vois. En fait, par exemple, la délinquance sera pas la même à Rio que à Sao Paulo. Bien sûr. Elle est tout aussi cruelle, mais par exemple, tu vois, il y a pas plus tard qu'hier, on m'a envoyé une vidéo d'un règlement de compte à Rio, où est-ce qu'il découpe vivante une nana. Parce qu'elle a piqué un peu de cam, il la coupe en morceaux alors qu'elle est vivante. Il la poignarde. Ouais. Voilà, ça c'est typiquement, j'ai jamais entendu ce genre de truc au Costa Rica. C'est un autre niveau. Disons qu'il y a 10 ou 20 ans de retard. Mais il y a quand même des assassinats, hein. Il y a quand même des assassinats, faut pas toucher à la drogue. Faut être tranquille, faut pas. Ici, en fait, il se filme pour montrer aux gangs rivaux. Et c'est à celui qui fera... c'est à celui le plus barbare, en fait. Donc, c'est incroyable. Tu vois, regarde, j'ai une petite anecdote. Quand j'avais fait la formation dans une prison dans l'état de Minas Gerais, à Belo Horizonte. Donc, on visite une galerie avec les mecs de la police pénale, donc ils sont tous équipés avec les casques anti-émeute et tout, et ils me disent viens Alex, on va te montrer comment c'est une fouille dans une galerie. Donc c'était les mecs que je formais. Et on rentre dans la galerie, donc ils rentrent avec des fusils à pompe, avec des balles en gomme-cogne, ils sortent tout le monde, masque sur la tête, ils sont assis et ils fouillent. Ils trouvent des conneries, ils trouvent des brosses à dents en couteau, un peu de cam, des téléphones, ils punissent les mecs qui trouvent, donc ils les enferment dans des espèces de boîtes là. Et quand on sort, t'as un des collègues, il me montre une vidéo. Donc la vidéo se passe dans la cour dans laquelle est-ce qu'on était, dans l'aile de la prison dans laquelle est-ce qu'on était. Et il y avait des mecs en train de jouer au football avec la tête d'un homme qui avait été coupée. Et tu vois la voyais venir celle-là. Tu vois, il joue au football, il rigole. Et il met un grand penalty sur une tête. Alors, ça fait un vieux bruit tout dégueulasse. La tête, tu vois, je regarde, je me dis, mais attends, c'est ici? Et il dit, oui. Tu vois, lui, il se marre, tu vois. Il dit, en fait, c'est un mec, parce que là, on était dans l'aile d'une faction, et c'est un mec d'une autre faction qui a voulu s'infiltrer, qui est rentré dedans, et l'info a fuité, ouais, ça c'est sûr. C'était un mec d'une faction rivale. Et ils lui ont coupé la tête avec une brosse à dents faite pour faire le truc horrible, quoi. Et ensuite, ils ont joué le truc de... Ouais, la brosse à dents taillée des prisonniers dans tous les pays du monde, quoi. Waouh. Tu vois, j'étais là, je fais, putain, il va vraiment falloir que je les forme bien, là, parce que... Et même, t'apprends énormément, parce que moi, c'est des trucs, t'es pas habitué à ça en France, tu vois. Non. T'apprends énormément, tu vois. Moi, mes 10 années au Brésil, j'ai vu des trucs,
une fois, j'ai fait une patrouille avec la compagnie d'opérations spéciales en tant qu'observateur pour leur faire une formation. Donc c'est le colonel qui me met avec eux et les mecs ils voulaient pas que je tourne avec eux. Ça les faisait chier, tu vois, je le sentais. Et à un moment, ils oublient que je suis dans la bagnole, ils attrapent un chouf qui était presque en train de dormir. Alors, les choufs au Brésil, ils ont des feux d'artifice, tu sais, pour prévenir les flics. Et ils attrapent les feux d'artifice et ils l'insultent. Je parlais pas bien le portugais à l'époque encore. Ils l'insultent de tous les noms, ils lui mettent des grandes gifles, des patates, ils tabassent le gosse, quoi, tu vois. C'était un gamin qui avait peut-être 16, 17 ans, pas plus. Et à un moment, ils prennent un sac plastique noir, là, tu sais, là. Il est tout dur, là. Ils l'y mettent au-dessus de la tête et ils l'étouffent, comme ça. Et le mec, je vois, il l'étouffe et il tombe dans les pommes. Ils enlèvent le sac, ils y mettent des gifles. Ils le réinterrogent. Le mec, je sais pas ce qu'il leur raconte, ils leur mettent le sac. Et moi, j'étais à la voiture, il y a le sergent qui me regarde comme ça, qui tourne la tête, il se rend compte que je suis là, il dit un truc à ces mecs, les mecs me regardent, il lâche le mec était en train de les regarder avec des yeux, le sergent lui met une paire de claques, il le lève et il lui met un coup de pied au cul. Le mec s'est barré, ils lui ont confisqué les feux d'artifice, il rentre dans la bagnole, donc je rentre aussi, et dans la voiture, t'as le sergent, il se retourne comme ça, il me dit « Hé, Français, t'as rien vu, hein ?» Non, j'ai rien vu. Tu m'étonnes. Qu'est-ce que tu veux lui dire? On les connaît, ils ont les compagnies d'opérations spéciales brésiliennes, les Lascar, ils en ont la trouille. Mais j'ai compris pourquoi ils en ont la trouille. Parce qu'ils se font... ils travaillent aussi comme des Lascar, pour le coup. Non. Et moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à faire des formations, notamment de tir au COI, c'est les compagnies d'opérations spéciales et les pelotons d'opérations spéciales, parce que, en fait, au Brésil, le cadre légal, ils ont la même notion de légitime défense que nous en France. C'est pareil. Seulement, ils n'ont pas conscience du discernement. Tu vois, en fait, quand tu leur expliques qu'un homme avec un couteau, s'il l'a baissé, et que tu as la capacité de pas... En transition, ouais. Ben, en fait, non. Le mec, il a un couteau, il nous menace, il faut le déglinguer. En fait, c'est vraiment deux cultures différentes. Un mec avec une arme à feu, même si l'arme à feu, elle est baissée, si c'est pas une menace immédiate, on s'en fout, on le plombe. Et si un mec a tiré sur la police, ben ça, je l'ai pas vu, mais je l'ai entendu de plusieurs bouches, et je suis sûr que c'est vrai. Quand un Lascar tire sur la police, s'il est attrapé vivant, on a un champ de maïs, tu sais, près de notre ville. Et ben, c'est là où ils retrouvent un tatane de cadavres exécutés avec leurs propres armes. C'est bizarre. Donc, en fait, dans le champ de maïs. Putain, ouais, c'est bizarre. Dans les champs de maïs, parce qu'il y a personne qui voit au travers, ils les exécutent et ils se barrent. Et c'est le problème alors, maintenant, ça se fait de moins en moins. Parce qu'il y a une nouvelle génération de flics qui vient d'arriver, et les petits jeunes, ils veulent pas se salir les mains. Mais tu sais, les mecs qui sont entrés dans la police en fin des années 80, avec qui j'ai bossé, alors là, ils commencent à plus partir à la retraite, là. D'ailleurs, il y en a un qui a fait son pot de départ avant que je revienne ici en Guyane. Et il m'a invité. Et c'est des mecs qui, alors, ils sont collègues, mais ils pensent pas comme des collègues. En fait, c'est plus des militaires, en fait. Eux, bien sûr, ouais. Ils sont en guerre, quoi. Ils sont en guerre contre le crime. Et peu importe. C'est pas faux, quelque part. Quand ils pensent, c'est pas faux. Quand t'as atteint, je pense, un certain niveau de dangerosité permanente et que tu vis avec la boule au ventre, que la population vit avec la boule au ventre, comme c'était le cas au Salvador, avant que Bukele fasse le ménage, les flics, il faut pas que ce soit les mêmes. Tu vois, tu peux pas avoir... Tu sais que la population, quand un mec qui agresse des gens, qui se fait attraper par la police, qui se prend une tête comme ça, là je parle de la police militaire. La police civile, c'est un peu différent. Ouais. Mais la police civile, ils ont leur truc aussi. Mais quand ils les attrapent, la population, elle les applaudit. Tu vas dire, en fait, voilà, tu vois, c'est ça. Le contraste avec la France, c'est qu'en France, et ça, moi, c'est vraiment un truc qui me choque. En France, même, alors, quand tu fais ton travail, tu vois, je me rappelle d'un cas,
C'est un collègue, il est gardien de la paix aujourd'hui. À l'époque, il était ADS. S'il nous écoute, il va sourire. Ancien militaire, un mec carré, tu vois, propre, un jeune. Hein. À l'époque, il avait 22, 23 ans. Ancien troupe de marine. Le mec, il était, tu vois, il aime la France, il vient de banlieue. Un mec carré, tu vois, propre. Et un jour, ils interpellent un mec dans une gare avec un couteau qui menaçait de planter les gens dans un train. Donc, ils interpellent un mec qui est vraiment dangereux, qui aurait pu assassiner des personnes dans un train. Et lors de l'interpellation, ils sont deux. Et lui, pendant que le collègue le menotte, il fait la sécurisation parce qu'il a pris le flashball du collègue, il était ADS. Hein. Il prend le flashball parce qu'ils sont deux, et pour aider le collègue, il met sa ranger sur la tête de l'individu interpellé, juste le temps qu'il lui passe une menotte. Les gens, ils le filment dans le train. Oh mon Dieu, il met la botte sur la tête, c'est horrible, laissez-le, il n'a rien fait. Enfin, tu vois. Et ce mec-là, pour ça, il a été emmerdé. Alors que dans des pays, tu sais, j'ai fait de la formation aux États-Unis. J'ai fait de la formation au Portugal. Je suis allé en République tchèque, l'Amérique latine. Dans tous ces pays-là, aux États-Unis, au Portugal, ce gars-là aurait été médaillé pour avoir neutralisé bien sûr. Et en France, on l'a emmerdé parce que l'espace de 3 secondes, le temps que le collègue passe une menotte, il a mis son pied sur la tête d'un malade mental, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Le mec était fou. Voilà. Il n'avait pas tous ses esprits. Il était avec un couteau de 20 cm. Et moi, tu vois, c'est des trucs... Au Brésil, ça n'arrive jamais. Au Brésil, regarde, il y a une vidéo sur la police brésilienne là, qui tourne en ce moment, qui est vieille, hein, elle a 2-3 ans, d'un mec de la police militaire de Sao Paulo qui rentre dans un café et qui tabasse un mec parce qu'il a tapé sa mère. Je sais pas si... Exact. Si, je l'ai vu plein de fois, ouais, déchire. Ouais, il tartasse il tabasse le mec parce qu'il a cassé la bouche. Et regarde ce que le flic il fait à la fin. Il salue les gens. Et les gens, ils sont... normal, il le salue aussi, normal, ouais. Ils arrêtent la vidéo à ce moment-là, mais la vraie vidéo, quand elle continue, le barman, il dit « Maintenant, tu t'en vas de mon bar. Il a raison, t'as pas à taper ta mère. Dégage. » Ils sont avec la police. Je te crois, c'est sûr. Ouais. Tu sais, je sais pas l'expliquer, mais les Français, quand même... Moi, je suis français, mais les Français ont une mentalité, quand même, dans tous les sujets. Je le vois dans tous les sujets, même quand c'est pour les accompagner pour l'expatriation, les conseiller pour de l'immobilier, peu importe. Ils n'ont pas cette cohérence globale, cette vision à 360 degrés. Il faut qu'ils se précipitent à parler, à critiquer sur un point précis, sans observer la situation globalement. Dans le train dont tu parles, potentiellement, si ces policiers-là, ils n'étaient pas là, ils seraient morts. Oui. Là où ils seraient en train de faire une hémorragie, de se vider de son sang comme un cochon. Mais non, ils vont prendre leur téléphone. C'est tellement lâche. On va prendre le téléphone et tiens, on va filmer. Ouais. Et puis, regarde, la phrase, c'est dingue. Laissez-le, il a rien fait. Et ça, tu vois, alors moi, c'est vraiment le truc que je supporte pas parce que les gens viennent se mêler de quelque chose qui les regarde pas. Ouais. C'est pas des professionnels de sécurité publique. Et ils viennent te dire, il a rien fait alors qu'il le connaît pas. Et une fois, j'ai interpellé un mec. Alors ça, je me rappellerai toute ma vie. C'était à Argenteuil. J'étais au GSPD. J'interpelle un mec. Et t'as un mongol, là, comme ça, qui dit « Laissez-le, il a rien fait. » Tu sais ce qu'il a fait? Il me dit « Non, il vient de violer une petite fille, là. » Ah bon, je savais pas. Bah, ferme ta bouche. Voilà, typiquement, voilà. Bah, j'ai violé personne. Mais tiens, tu vois, l'autre, il le connaissait ni d'An ni d'Adem. Et le gros, il était noté comme ça, de chef, j'ai violé personne. Mais je sais que t'as violé personne. Tu le connais, lui? Mais non, je le connais pas. Ou non, je le connais pas. Et ben voilà. Et en fait, c'est comme si le plombier, alors moi, ça, c'est l'exemple que je donne tout le temps. C'est comme si le plombier, qui est spécialiste en plomberie, venait dire au chirurgien comment opérer une appendicite. Ah oui. C'est ça. Tu vois, regarde, toi, t'étais au GIGN, c'est une spécialité. J'ai fait du GSO. Mais je connais rien du tout. J'ai pas à te dire, ouais, alors moi je pense que ta colonne de combat, il faut que tu rentres comme ça, et puis ton bouclier. J'y connais rien.
Après, là, c'est pas encore comme le plombier et le chirurgien, parce qu'il y a des similitudes quand même. On n'a pas les mêmes acronymes quand tu parles du. Nous, c'était claque charge près. Il y a plein d'acronymes qui sont différents. Ça, c'est de la guéguerre de police. On va pas en parler ici. mais je te rejoins et je vois ce que tu veux dire. Chacun à son niveau. Et voilà, comme je dis au début de la vidéo, moi, j'étais pas à Versailles, mais j'étais au JGN 3.0 en antenne. Et on avait un niveau qui était conséquent. On s'entraînait très fort pour des situations de haute intensité. Petite pause. Je vis à l'étranger depuis plusieurs années. J'accompagne des familles, des entrepreneurs, des investisseurs et beaucoup d'anciens des forces de l'ordre qui préparent la suite. Expatriation, fiscalité, immobilier, sécurité, Bitcoin, pas des théories, des décisions réelles. Tu veux reprendre le contrôle et augmenter ta souveraineté? Le lien est en description pour réserver un appel stratégique avec moi. On continue. Mec, c'est le haut du panier. Faut arrêter, voilà, faut arrêter. Tu sais, j'en parle dans mon livre. Dans mon livre, pour ceux qui le lisent, qui le liront ou qui l'ont lu. Moi, bientôt, je vais le lire, moi. Eh ben, tu vas voir, je te spoil pas, mais à un moment, t'as une intervention, t'as un gars qui se jette par la fenêtre. Et qui meurt. Eh ben, en bas, il y avait des mecs en train de filmer, et je te jure, ça, c'est ce qui était arrivé. Regarde, c'est les keufs, ils l'ont jeté, oula, ils l'ont tué. Alors que les mecs, ils savent rien de ce qui s'est passé. Le mec s'est jeté, et on nous a accusés de l'avoir jeté. Après, là, c'est normal, hein. Voilà, t'es sur des QI de 65, 65 quoi. 70 max, tu vois. Tu sais, parce que comme je le dis aussi. Mais c'est terrible, c'est terrible. Moi, je suis un gamin de cité, moi. Je viens de Sarcelles. Rien ne me prédestinait à être flic. À rien. Je te jure, hein. Moi, à la base, si j'étais pas rentré à l'armée, j'aurais fini en tôle, c'est sûr. En fait, c'est l'armée qui m'a donné une base et qui m'a permis de sauter sur le tremplin de la police. Bien sûr, je comprends. En cité, dans les quartiers, il n'y a pas que de la vermine, il y a des gens bien. Non, il y a des gens bien sûr. Il y a beaucoup de gens bien, je pense. Mais il y en a tellement qui foutent le bordel que du coup, on fait un amalgame. En fait, mais c'est exactement ça, parce que la majorité des gens qui sont en cité, je te jure, c'est des gens travailleurs, qui ont plein de difficultés. Il y en a qui parlent pas bien la langue. Il y en a d'autres qui ont contracté des maladies parce qu'ils sont nuls, qui se massacrent au taf. Tu sais, et puis la vie est pas facile parce que maintenant c'est chacun pour soi. À l'époque, moi j'ai connu de la cité, du chacun pour tous. On se connaissait tous, on s'aidait. Maintenant c'est chacun pour sa gueule. Il y a des diasporas dans les cités. Et dans ces trucs, il y a des minorités de vermine. Des gars qui ont tout, parce que tu m'excuses, hein, moi j'ai vécu dans un HLM, on était dans un F5, il y avait l'eau courante, l'électricité. Les mecs, aujourd'hui, ils se comparent aux favelas. Tu sais, ouais, moi, je viens de la favelas. Ils savent pas ce que c'est qu'une favelas. Moi, mais non. Allez, moi, dans les favelas, ils ont pas l'électricité, ils ont pas l'eau courante. Ils volent les gens parce que s'ils volent pas, ils meurent de faim. Et la plupart des gamins, ils rentrent dans le trafic parce qu'il y a rien pour ces gens-là. En France, il y a des bus, il y a des écoles, il y a des sorties, des parcs. Dans une favelas, dès qu'il pleut, il y a des coulées de boue qui tombent dans ta maison. C'est intéressant ce que tu dis parce que, en fait, comme je dis souvent, les hommes forts ont fait des temps de paix, les temps de paix ont fait des hommes faibles, et les hommes faibles ont fait des temps de crise. Tu sais, souvent, ce qu'on dit, ce qui sépare un moment de paix d'une crise ou d'une guerre, c'est 3 jours de faim. Si tu manges pas pendant 3 jours, tu serais capable de buter ton voisin. Ouais. Pas de le buter directement, mais de vouloir le voler. Et c'est ce que tu viens de dire avec les favelas, etc. Et beaucoup de gens ne sont pas conscients de ça. Donc, ils sont pas conscients que potentiellement ils peuvent être une victime. Mais parce qu'on vit dans un confort, étatique. Regarde, il y a la sécurité. Regarde, moi, putain, l'angoisse de mes potes et de ma famille, qui sont restés en métropole pendant les 10 ans. Oh, mais mon Dieu, t'as plus les bénéfices de la carte verte. Oh my God! Comment tu vas faire? Je te dis, au Costa Rica, c'est mieux. Au Costa Rica, c'est mieux par rapport à ce que je paye, par rapport à toutes les retenues que tu avais sur les salaires, etc. en France. Et par rapport à ce que je paye ici, je suis mieux soigné ici. Et il y a une sécurité sociale. On est encore sur le mythe qui est cassé, tu vois. Surtout pas pour discréditer la France, parce que jamais je le ferai. Non,
Non, bien Mais- sûr, bien sûr. Mais ce que tu viens de dire est extrêmement vrai. Pour le taux que je cotisais et pour la qualité que j'ai reçue, parce que j'ai été hospitalisé au Brésil, j'ai des Tout à fait. chutes pour un médecin. Et même si tu payes un tout petit peu plus pour des spécialistes, ok, tu payes, mais tu as la qualité qui va avec. C'est incroyable la qualité. Elle est incroyable. Et ils te soignent. Ils te soignent. Tu vois, en France, avec tout le respect que j'ai, si t'es pas une urgence absolue, tu pourris dans un couloir. Ouais, c'est Doliprane rentre chez toi ou tu mets une pommade quand t'as Regarde. réussi au bout de 6 mois à avoir le dermato. Ouais, non, donc, Pommade et... tu sais, on a un bon système en France, c'est génial. Mais le problème, c'est qu'on est on est dans un espèce de cocon. Moi, c'est comme ça que je vois nos compatriotes qui sont en métropole, qui osent pas. Mais si je fais, en fait, ils sont dans une trouille permanente. Ah, mais j'ose pas. Si je fais ça, il va se passer ci. Ça. Si on dit ça, ils vont penser ça. Et les gens, on s'en fout. Vivez vos rêves, putain. Ne rêvez pas votre vie. Mais exactement. C'est tout le sujet, tous les thèmes que j'aborde sur cette chaîne. C'est vous voulez être souverain et libre ou vous voulez de la sécurité. Si vous voulez que de la sécurité, je parle pas de sécurité physique parce que ça, je suis le premier à donner des conseils là-dessus. Mais vous voulez du confort. Si vous voulez du confort, vous allez vivre dans une dystopie. Demain, ce Regarde. sera une dystopie. Al Capone, il disait le véritable pouvoir ne se donne pas, il se prend. Et ce mec-là avait tout compris. Si les gens ils veulent le vrai pouvoir, la vraie liberté, la vie, V-I-E, il faut prendre des risques, il faut vous jeter. Platon l'explique dans sa théorie sur la caverne. Il faut vous détacher, il faut sortir de la caverne. Et c'est pas facile. Parce qu'effectivement, Non, c'est pas facile du tout. pour changer, non, moi je critique pas les personnes qui sont dans leur train-train, parce que il y a même des gens qui s'en rendent pas compte. C'est très difficile de sortir de son confort. Moi, tu sais, j'ai vécu des moments dans ma vie très très mauvais. J'ai touché le fond du fond du fond du fond du cul du fond de la cuve. Mais quand tu touches le fond, en fait, tu peux que te relever. Et je suis tombé tellement bas que putain, c'est quel rappeur qui disait ça? Que quand je me suis relevé, je me suis fait mal au dos. C'était Fab qui disait ça. Ah, Et je suis moi, tombé tellement bas. Tu sais, quand j'ai dû vendre mon académie de tir, parce Ouais. que attends, parce que voilà. Moi, en fait, qu'est-ce qui m'a permis de monter une entreprise? C'est Bolsonaro. Je fais pas. Alors, qu'on soit bien d'accord. Je suis pas un politicien, je suis un technicien. Je fais pas de politique. Pareil. Je crois pas en politique. Par contre, ce que je peux dire, c'est ce que j'ai vu. Moi, le Brésil, j'y ai vécu et j'y vis encore. Quand je suis arrivé au Brésil, c'était sous l'époque de Temer. Il y avait une fusillade par-ci avec la police, une agression tous les jours, et il y avait un assassinat tous les 3-4 jours. On sortait pas après 10 heures. Quand tu sortais après 10 heures, t'étais sûr de te faire agresser. Il y avait pas de port d'armes. C'était OK Coral, mec. Les mecs tombaient comme des mouches. Bolsonaro est arrivé. Pendant un mois, avec les forces de l'ordre, ça a été le feu. Mais le feu, hein. On entendait les tirs de nos maisons. Hein. Bam, 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 bam. Et putain, c'était quand même un truc. Et en un mois, bah mec, c'est devenu pacifié. Il y a des ports d'armes qui se sont répandus. Plus d'agression. Et tu pouvais sortir. Moi, je sortais avec mon chien jusqu'à 2h du mat. Tu sais, je fume le cigare. Je sortais avec mon chien, avec le cigare. Les gens te disaient bonjour dans la rue. C'était pacifié. Et Bolsonaro a ouvert un truc. Il a permis aux étrangers, tu vois, aux étrangers, hein. Ce mec-là a permis aux étrangers de monter des micro-entreprises. Il nous a autorisé, nous, à monter des micro-entreprises. Donc, j'ai monté ma micro-entreprise. À la base, c'était un centre d'entraînement basé sur l'airsoft avec vente d'équipements militaires. Il y a eu le Covid, et pendant le Covid, j'ai construit mon stand de tir, mon académie de tir, avec mon bar, avec mon truc. Et Bolsonaro a permis aux étrangers de monter des entreprises normales. Mais c'est brillant. C'est brillant en réalité. C'est le vrai libéralisme. Parce que je rebondis sur 2 points que tu as annoncés. Le port d'armes, bon forcément, moi tu le sais, je suis pour évidemment. Moi je l'ai. Au Costa Rica, c'est un gouvernement de droite.
Il y a la gauche qui essaie de vouloir l'enlever, qui dit qu'il y aurait moins de morts s'il y avait pas de port d'armes, hein, que si les honnêtes citoyens n'avaient pas le droit de se défendre, il y aurait moins de morts. Ok. Donc là, je te rejoins très bien. Vous avez eu la transition malheureusement avec Lula. Je fais pas de politique non plus, mais c'est un vrai problème. Parce que du coup, lui, j'ai cru comprendre qu'il avait tout sorti. Et le deuxième point que tu dis, ça c'est vraiment intéressant pour la souveraineté et même pour le pays en lui-même, c'est que le président Bolsonaro, comme tu dis, je l'apprends, en autorisant la création de micro-entreprises, il va absorber les compétences des étrangers, absorber la qualité des services qui viennent de l'étranger. Et c'est brillantissime. Et c'est exactement comme ça que fonctionne le Costa Rica. Il y a énormément d'investisseurs et d'expatriés étrangers. Et le pays, s'il est aussi fort, c'est grâce au TICO, mais c'est aussi grâce à ce flux constant de compétences qui vient sur le sol. Et Lula, du coup, il a fermé ça, les micro-entreprises, après, derrière? Il a verrouillé tout ça? En fait, quand je suis arrivé au Brésil, dans l'état du Paraná, ils avaient un instructeur anglais qui était génial, il était spécialisé en explosifs. Il est décédé il y a pas longtemps. À Santa Catarina, c'était un ancien Marines. Et moi, dans mon état, c'était le français. En fait, c'est rigolo parce que chaque état a pris et moi, ça s'est fait comme ça. Et effectivement, moi, c'est Bolsonaro qui m'a permis de monter ma boîte. Parce que sans lui, j'aurais pas pu. Alors, j'ai monté mon académie, je vendais des armes, j'avais un port d'armes. J'avais un Glock 25, j'avais un port d'armes. Moi, j'ai vu de mes yeux le Brésil sans port d'armes, ou alors avec le port d'armes limité d'une violence extrême. Et j'ai vu le Brésil avec le port d'armes libéré d'une pacification. Mec, tu sortais le soir avec ta femme et tes enfants sans avoir le risque d'être agressé au Brésil. Enfin, c'est incroyable, tu vois. C'est et incroyable. Moi, ça, j'ai la chance de le vivre, tu vois. Parce que les mecs, parce que tu sais, dans les favelas, c'est comme en France. La majorité des gens, c'est des gens bien et ils bossent. Et t'as une minorité de vermines, de crapules là, qui se dégroupent entre eux, qui font du narcotrafic, qui vont t'agresser. Et tu vois, et tu sais. C'est le terme. Quand Lula, alors le pire, c'est que quand il y a eu l'élection, alors ma femme en plus, elle était pro Lula, moi je m'en foutais, tu vois. Et ma femme, elle dit, ce qui est chiant, c'est quand Lula, il va passer, il va t'emmerder avec ton entreprise. Et moi, je dis, mais c'est pas possible, bébé. Regarde, il y a des résultats. Les gens, ils vivent quand même mieux. Il peut pas tout défaire ce qui a été inscrit en tant que décret. Ce sont des politiques qui s'en fichent. Ils s'en fichent. Ouais, mais moi, ce que je me suis dit, il peut pas défaire plus de 5 ans de travail qui ont été faits sur la sécurité en un claquement de doigts. C'est impossible. Et ben, le premier décret de Lula, quand il a été élu, ça a été d'interdire la vente d'armes et de munitions d'une certaine catégorie qui venait de classifier. Donc, tout ce qui était du 9 mm au-dessus, c'est devenu des calibres interdits et il les a tous interdits. Et moi, dans mon stock, à l'époque, j'avais une trentaine de Glock, j'avais une vingtaine de VZ58, décalage DM4, enfin toutes des armes qui sont devenues interdites. Et j'ai été obligé de licencier, de mettre à la porte des travailleurs brésiliens qui étaient mes employés. Et tu sais comment on faisait avec mon associé? On prenait une boîte, on mettait les noms de tout le monde, et on disait bon, ce mois-ci, on peut en garder tant, il faut qu'on en renvoie 2. Tu prends un ticket, je prends un ticket. On prenait les tickets, et putain, Fernanda, putain. Et lui, Luciano, putain. Merde. Et allez, tu les convoquais. C'est horrible. C'est bon. C'est horrible. Et tu sais, un jour, t'as un de mes agents de sécurité, parce que j'avais une sécurité. En fait, j'avais 2 boîtes. J'avais mon académie de tir et une boîte de sécurité armée qui faisait notre protection. J'ai dû mettre un terme à ma boîte de sécurité armée. Et quand j'ai renvoyé mes agents, il y a un agent qui m'a dit, est-ce que je peux revenir ici? Je lui dis, ouais, mais tu peux pas travailler, quoi. Il m'a dit, mais j'aime trop cet endroit, je me sens en famille et tout. Il avait 5 enfants. C'était vraiment un mec bien, tu vois. Et en fait, ça, c'est un truc que j'oublierai jamais, le mal qu'ils ont fait, au pays, parce que je suis pas le seul, hein, tu sais. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai réussi à vendre. Oui, tu m'avais expliqué à l'époque, je me rappelle. En fait, il y a un héritier, son rêve, c'était d'avoir son stand de tir.
J'ai vraiment eu, c'était un de mes anciens élèves. C'était un de mes clients. Et quand il a su que c'était le bordel, il est venu me voir et fait, écoute, moi, je suis propriétaire terrien, j'ai hérité de mon grand-père. Combien tu veux pour ton académie? Bon, j'ai négocié quelques terrains qui, j'espère, vont prendre de la valeur et j'ai réussi à sauver les meubles. Mais moi, ce qui m'est arrivé à moi, il y a plein d'entreprises, il y a plein de financiers extérieurs qui ont quitté le Brésil. T'as plein d'entreprises étrangères qui ont fui parce qu'en plus, il a augmenté les impôts, enfin, il a fait du... Et moi, du coup, je me suis retrouvé dans cette phase où, qu'est-ce que j'ai fait? Au début, j'ai fait du Uber, tu vois. J'ai fait le Uber, moi, pendant 5-6 mois. Et là, j'ai vraiment vu le fond de la cuvette, mon pote. Parce que Uber, au Brésil, tu peux te faire braquer n'importe quand. Les mecs te donnent des paquets, tu sais que c'est de la cam. Tu refuses. Le mec te montre un flingue, il faut que tu pars du quartier. J'ai vécu des moments de merde. Et après, j'ai fait de la protection rapprochée sur un avocat qui protégeait un mec de faction qui balançait les mecs de son gang. Et c'était fait n'importe comment. Parce que... Ah ouais. Le mec, en fait, bon, j'avais mon prix et je lui ai expliqué qu'il nous fallait une équipe. Je lui ai dit, écoute, on peut pas rester... On peut pas rester tout seul, c'est impossible. Et il me dit, non, je peux pas payer les autres, il faut que tu fasses toi tout seul. Et du coup, j'ai fait ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pour ça que je tenais à t'avoir sur la chaîne. Tu as un background qui est très intéressant et des expériences que beaucoup de policiers de terrain, même dans des grosses unités de police françaises, n'ont pas. Le Brésil, je pense que c'est quelque chose de très beau. Je pense que c'est un pays vraiment magnifique. J'irai en vacances. Mais comme tu disais tout à l'heure, j'irai pas n'importe où. Au même titre qu'en France, je vais pas n'importe où en vacances. Je vais pas à la Courneuve en vacances. Je vais sur le bassin d'Arcachon, mais je vais pas à la Courneuve. Même dans les coins qui sont chauds, tu vas à Macapá, tu vas à Porto de Galinhas, dans le nord, au nord-est, où il y a plein de Français qui font du kitesurf. Il y a les coins qui sont touristiques, dans lesquels on peut rester, et des coins qui sont tendus, il faut pas y aller. Et il y a des compatriotes qui se sont déjà fait agresser, qui se sont déjà fait assassiner, parce que il y a des endroits, il faut pas foutre les pieds. Tout simplement, mais comme en France. Après, si tu parles le portugais, moi, en fait, une fois, je me suis fait attraper au pied d'une favelas par un gamin qui était armé avec, alors je sais plus si c'était un PT 92 ou quoi, Beretta. C'était une arme style Beretta 92. Le mec m'a braqué avec, et comme je parle un peu le portugais, je me suis fait passer pour un prêtre. Et le mec, il m'a laissé sortir. Le mec, il me braque, il fait, toi, là, vas-y, tu me donnes les trucs. J'ai fait, oh, mon fils. Tu fais quoi? Comment ça, mon fils? Oui, mon fils, je suis pasteur à l'église évangéliste. Comment ça, t'es pasteur? Oui, mon fils, tu braques un pasteur, mais Dieu t'aime. Écoute, je te donne tout ce que tu veux. Dieu est avec toi. Dieu est bon. T'es un bon petit gars. Et le mec, en fait, il m'a dit, mais comment ça se fait que t'es pas en prêtre et tout? Parce qu'il fait trop chaud. Je suis en vacances. Les prêtres aussi ont le droit de prendre leurs vacances. Et il m'a dit, mais t'es d'où? Et je lui dis, je suis un prêtre français. Et le mec, en fait, avec mon accent, avec le truc, il a baissé le flingue, il a fait, ok, vas-y, pars-toi. Et je suis parti, mon pote, j'avais le palpitant comme ça. Mec, tu m'étonnes. Je me suis cagué dessus après, mon pote. Tu sais, après coup, je me suis dit, putain, j'ai eu chaud au cul. Et tu vois, la chance que j'ai eue, c'est que c'était pas en fait, c'était en fin d'après-midi. Et je voulais aller dans une soirée qui était dans ce coin-là, tu vois. Et en fait, la chance que j'ai eue, c'est que c'était pas au retour. Parce qu'au retour, j'aurais été comme ça, tu vois, j'aurais bu des caipirinhas, le mec, il a... T'aurais pas eu la lucidité pour un scénario... Un prêtre qui picole, mais le mec, il y aurait pas cru, il m'aurait mis une balle. Tu vois, non, mais voilà. Tu sais? Donc, tu vois, non, il y a des coins, même quand t'es aguerri, il faut faire gaffe. L'Amérique du Sud, de toute manière, ce qui s'y passe, personne ne te croira. Pour moi, c'est vraiment un truc, personne ne te croira. Même toi, au Costa Rica, personne ne te croira. J'ai des anecdotes, moi, les gens, quand j'en parle, j'ai l'impression que je suis un fou furieux. Alors que... Ouais, mais parce que je pense que, encore une fois, tu sais, les gens, ils sont dans leur métro boulot dodo, dans leur petite banlieue. Je parle pas des banlieues type HLM, les cités. Vraiment, la petite banlieue, ils ont leur métro boulot dodo, ils ont tout leur confort. Ils sont aux petits fonctionnaires, aux petits cadres, aux petits salariés.
Et ils voient pas tout ça, en fait. Parce que même en France, c'est le cas. Dans tous les pays du monde, il y a des coins très dangereux et il y a des coins hyper safe pour les bourgeois. Alors, et pour nous, tu vois. C'est un truc que je vois pas avec la Guyane. En Guyane, les Guyanais, C'est vrai. ils ont conscience de ça. Tu vois, alors parce qu'il y a une Oui. criminalité qui est forte, parce que, mais tu vois, ils ont cette utilité, parce qu'ils ont aussi alors, ils ont pas le métro, mais ils ont le boulot dodo, tu vois, enfin, ils ont leur train de vie. Ouais, bien sûr. Et ils sont malins. Tu vois, ils ont vraiment le Bien vice, sûr. parce qu'ils savent qu'il y a une violence qui existe. Et moi, c'est sûr. vraiment un truc qui me plaît beaucoup. Alors, tu vois, la Guyane, c'est un pays que je découvre. Et ce que j'aime bien dire, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont comme des Corses, tu sais. C'est un peuple qui est très méfiant, mais une fois que tu as conquéri leur cœur et que tu leur as montré que tu étais un mec sérieux, tu fais partie de la famille. Et ça, c'est vraiment... Mais les gens, tu sais, les gens des Outre-mer, en général, je trouve qu'ils sont comme ça, quand même. Si tu arrives à trouver l'ouverture, je dirais, et qu'ils voient que tu es quelqu'un de bien, ils t'ouvrent la porte d'une façon globale. Et pareil pour les lieux, les secteurs. C'était un peu pareil à La Réunion, en fait. Les départements d'outre-mer, c'est relativement petit. Donc, en fait, tout se sait plus facilement que si tu vis en France métropolitaine. En France métropolitaine, tu vois, t'es au fin fond des Landes. Le mec est au fin fond des Landes, il lui arrivera jamais rien, tu vois. Il pense que tout est parfait, tu vois. Parce qu'il a vraiment son métro boulot dodo. En revanche, le mec qui vit dans la banlieue bordelaise, dans une cité à Pessac ou aux Aubiers à Bordeaux, le gars, il sait ce que c'est que le trafic de drogue, tu vois. Il sait ce que c'est que de se prendre un coup de couteau. Ouais. Et donc, du coup, ça change tout de suite ta vision sur le monde. Ouais, Vas-y, tu allais me dire quelque chose. Par exemple, ici, j'ai fait une sortie avec mes gars, tu vois. Parce que pour des raisons administratives, je suis pas encore armé, parce qu'en police municipale, pour recevoir son arme, il faut passer une formation que j'ai pas encore passée, parce que ça prend du temps. Mais je voulais sortir avec mes gars, tu vois. Et je suis sorti avec eux, une sortie, un flingue. Boum. Et c'est comme ça presque tous les soirs. On est sorti, un mec qui a braqué un autre avec un pétard, on a réussi à faire le pétard. À l'époque, on avait un collègue qui est parti à la nationale, qui s'appelle Renaud, qui était très affûté. Ça fera un bon baqueux, lui, tu vois. Et alors, l'impôt, c'est moi qui l'ai, mais on arrive sur place. Ensuite, on voit que il y a un mec qui fait des allers-retours. Renaud, il me dit, putain, je suis sûr qu'il a planqué le flingue. J'étais totalement d'accord avec lui. On planque un peu, puis en allant chercher avec lui, on se rend compte que le flingue était planqué. On l'ouvre, on enlève les multiples, et en fait, on monte un dispositif pour lui faire un saut dessus. Quand il revient, on monte un dispositif bac. On est en police municipale. C'est génial. Non, mais c'est kiffant. On fait un mec avec un flingue, mais le mec, c'est pas un bandit, c'est un prof de danse. Tu vois ? Ah, pour se défendre, il a ça. Il avait le pétard, sauf que cet imbécile, il a bu en soirée. Il a dû chauffer une nana qui était un autre gars. Et il a sorti son flingue pour faire le show, tu vois. Et son flingue était même pas, il était même pas plein, il était vide. Son revolver, il y avait pas de munitions dans le tambour. Je l'ai insulté, moi. J'ai dit, mais abruti que tu es, tu sors une arme vide. Si le mec en face, il a une arme, il te dessoude. T'es mort. Moi, je voulais pas, tu comprends. Et le mec, c'était un gars, tu vois. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai fait, bon, il y a du boulot intéressant, je vais attendre d'être armé. On va attendre, parce que j'ai une bonne équipe. Là, j'ai vraiment une très très bonne équipe. J'attends juste qu'on ait un peu plus de monde, mais vraiment, j'ai hâte de commencer à faire avec eux. Et tu vois, je rebondis sur ce que tu as dit. Pareil, je pense qu'il faut sortir des clichés petite police municipale, parce que je suis persuadé qu'en France, tu sais mieux que moi, ça fait quelques années que j'ai décroché, il y a des polices municipales qui sont mieux équipées, mieux formées que la nationale ou que la gendarmerie. Oui, clairement. Oui. Ça dépend vraiment de si le maire, il met le moyen. Si le maire, il est, on va dire, politiquement à droite, il va mettre plus les moyens et il va te laisser t'armer que si le maire, il est plutôt communiste, quoi. En fait, alors sans parler de droite et de gauche, mais je pense qu'il y a eu une évolution. En fait, c'est triste à dire, mais il a fallu attendre qu'il y ait des morts. Parce que à la base de la base, la police municipale,
il n'existe pas de police nationale. Il n'y a qu'une police municipale en France. Il y a la gendarmerie et il y a des polices municipales. À la base. D'accord. La Deuxième Guerre mondiale fait que on nationalise la police. Et ensuite, les CRS, créés par le gouvernement communiste, c'est pour ça qu'ils ont la bande rouge, devient les compagnies républicaines de sécurité. Mais à la base, en France, sur tout le territoire national, on a les gendarmes, qui sont une institution militaire, qui font office de nationalisation de la force étatique. Et on a les polices municipales locales, qui sont armées, qui sont... enfin voilà, tu vois, il n'y a aucun problème. Elles ont des pouvoirs juridiques qui sont ceux d'une police. Et c'est que quand on se fait envahir, qu'on nationalise la police. Et historiquement, on se calque sur la police municipale de Paris. Et c'est pour ça qu'il y a deux entités. Il y a la police nationale et il y a la PP. La préfecture de Paris. La préfecture de police de Paris. C'est parce que historiquement, la police municipale de Paris n'a pas voulu... Et là, ils ont refait une police municipale. Mais en fait, ils ont aspiré les éléments de la police municipale de Paris dans une police nationale qu'ils ont créée. Et en fait, la police nationale, quand tu vois bien, elle est pas si vieille que ça. Elle a quoi? Elle a 80 ans. Elle est 70, 80. Elle a 80 ans. La police municipale, c'est la plus vieille police régionale, hein, avec la gendarmerie. Mais à la base, c'est la police municipale. Et la police municipale, quand la police nationale a été créée, quand il y a eu cette centralisation, elle a perdu plein de trucs, en fait. Et maintenant, on est en train de se redécentraliser. C'est pour ça que la police municipale, elle commence à avoir des pouvoirs de police qui lui étaient propres, mais avec énormément de restrictions, parce qu'on fait tout pour nous empêcher de bosser, en fait. Là, moi, je vois des aberrations. Je constate, en tant que chef de service de police municipale, je constate déjà le fait que je sois pas immédiatement armé, alors que je suis habilité pour le PSH, des tasers, j'ai toutes les habilitations à jour. Non, il faut que je refasse ça. Parce que il y a des lois, il y a des parlementaires qui ont décidé qu'il fallait que je refasse tout. Alors, je ne critique pas, c'est la loi, aucun problème, mais opérationnellement, ça nous met ça te met en danger si tu vas aller sur le terrain, et ça met aussi quelque part en danger, je vais loin mais tu vas me rejoindre, ça met aussi en danger la population parce qu'il y a un policier en plus qui n'est pas armé, un policier en moins armé. Mais tout à fait, regarde, je vais te donner un exemple. Il y a pas longtemps, il y a eu, tu vois, quand les gars vont faire une séance de tir, s'ils sont dans un véhicule qui est pas estampillé police pour se rendre au stand de tir, ils n'ont pas le droit d'avoir leur arme alimentée et prête à l'emploi sur eux dans la ceinture. Il faut mettre son arme dans une mallette. Ça veut dire que ces gars-là peuvent se faire prendre à partie par n'importe qui, parce que la loi leur interdit de quitter leur commune dans un véhicule non sérigraphié. Alors, tu vois, c'est que des absurdités comme ça. Et en fait, à chaque absurdité, pour la contrer, il faut qu'il y ait un mort. Regarde, il y a eu en fait, ce qui a beaucoup fait avancer les choses, c'est triste à dire, c'est quand il y a la collègue qui s'est fait assassiner par le terroriste, là, qui s'est pris 3 balles dans le dos. La policière municipale, avec la calache. Aurélie Fouquet, je crois. Qui s'est... Pour moi, police municipale, quelles que soient les forces de l'ordre, de façon globale, si tu n'as pas d'arme, tu as une cible dans le dos. Oui. Puisque tu as écrit police. Parce que qu'on le veuille ou non. Alors je sais qu'il y a la guéguerre entre les polices. Ouais, moi, je suis un fonctionnaire de police nationale en détachement. Et j'ai pas d'a priori sur les collègues de police municipale. La preuve, maintenant, je suis chef de service de police municipale. Mais je vois des collègues, ça je le vois. Alors moi, ils me le disent pas parce que je suis sous-lieutenant, tu vois. Ils me le disent pas à moi, mais j'ai vu des collègues, comment ils se font parler par d'autres collègues de la nationale. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Tu vois, je dis pas que ça va que dans un sens. Hein. Il y a aussi des cons. Non. Mais on a tous écrit de police. Et un jour, et ça je le dis, ça arrivera. Un jour, la police municipale fera les mêmes missions que la police nationale aujourd'hui, les missions de police secours. Et la police nationale sera cantonnée
aux unités spécialisées, à la BAC et aux unités d'enquête. Tout ce qui est sécurité publique dépendra de la police municipale et ou régionale. Parce que moi, je suis sûr qu'ils vont créer la police régionale. Il y a déjà eu plus ou moins des rumeurs hein, sur ça, hein, il me semble, hein, sur la police municipale qui serait beaucoup plus étendue et que ce seraient les municipalités riches qui financeraient leur sécurité. Mais oui. Et en effet, ils ont des polices territoriales. Dans l'île de Saint-Martin, ils ont une police territoriale. Ils ont réuni toutes les municipalités pour faire un commissariat de police. Enfin, en fait, une police territoriale en plusieurs postes. L'avenir, il est là. Parce que l'État n'est plus en mesure, alors je ne sais pas pourquoi, mais on le voit bien, l'État n'est plus en mesure d'assurer la même qualité de service qu'on avait nous quand on était gamin avec les institutions. Je ne sais pas si c'est un problème de population, si c'est un problème des... Ce qui est sûr, c'est que... C'est multifactoriel, Alex. C'est multifactoriel. Ça, c'est des trucs qui me dépassent, mais ce que je sais, c'est que je le constate. À l'école, je le constate. Dans les hôpitaux, je le constate. Chez les pompiers, toutes les institutions d'État ont de gros problèmes d'effectifs, de moyens, et on n'arrive plus à tenir la cadence. Pas parce qu'on n'est pas professionnel, parce qu'on a un manque de tout, et on fait tout avec du fil et des couteaux suisses. Ouais. Et de l'autre côté, et ce qui pèse dans la balance, c'est toute la bureaucratie. Et tu le confirmes avec ce que tu dis par rapport au port d'armes. Pour ton port d'armes personnel, pas personnel, professionnel, mais à titre personnel, c'est terrible. Et en fait, ça alourdit tout le système. Tu regardes. Et le système, on prend un exemple plus concret. Aujourd'hui, qui est le collègue qui est prêt, qui est le collègue qui va être prêt à risquer de sauver sa vie en sortant son arme? T'as des collègues qui préfèrent prendre le risque de se prendre une balle ou de se prendre un coup de sabre plutôt que de sortir leur arme pour se défendre alors qu'ils sont dans le cadre de la légitime défense. Et moi, c'est ça qui me rend fou, ça. Ah ouais, moi aussi. C'est une des nombreuses raisons pour lesquelles je suis parti. Cette première partie s'arrête ici. La suite sera plus concrète, plus sensible aussi. Elle arrive très bientôt. En attendant, tu peux aller visionner d'autres interviews avec Barge Léon sur Lothar ou d'autres vidéos sur l'expatriation qui t'attendent déjà sur la chaîne. Tu veux reprendre le contrôle et augmenter ta souveraineté, le lien est en description pour réaliser un appel stratégique avec moi. Abonne-toi, active les notifications. À très bientôt pour Avida.